À Paris, je suis arrivé pour la première fois comme étudiant en 1948 ou 49. Voilà. Vous étiez étudiant à la Sorbonne? Étudiant à la Sorbonne, oui. J'étais venu. Bon, je suis d'une famille très modeste. Mes parents ne pouvaient pas me payer de bourse ou enfin d'aide. Et donc, j'ai trouvé un emploi de gratte-papier, si vous voulez, à l'époque. Et je suis venu travailler. Et en travaillant, j'ai poursuivi mes études. J'avais fait une année de droit à Alger. Et ensuite, deuxième, troisième année, CAPA, DES, etc. Je les ai passés à Paris. J'étais militant. Disons que j'étais plutôt sympathisant que militant actif. En arrivant à Paris, j'ai été hébergé par un ami qui s'appelait Saïd Slimi et qui était un PPA convaincu et ouvrier chez Renault. À ce titre, il était délégué syndical CGT et tout en étant évidemment PPA. Le soir, je remarquais qu'après son travail, il arrivait le soir, il prenait l'Algérie libre, il allait faire tous les cafés du quartier, du 4e et parfois au 18e. Au début, ça m'amusait de le voir faire ça. Et puis après, quand je l'ai vu faire quelques manifestations où il revenait très fatigué et parfois même amoché par la répression, j'ai eu une espèce de mauvaise conscience en me disant comment un ouvrier qui travaille toute la journée, qui le soir milite, et moi je suis là à peine à sourire de ce qu'il fait. Donc je l'ai accompagné, nous avons distribué des journaux, l'Algérie libre, et petit à petit je me suis intéressé. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion, avec un groupe qui avait été constitué à cette époque, de préparer la réunion de Messali avec le groupe afro- ou arabo-asiatique, je crois en 1951, me semble-t-il, à Chantilly. Parce qu'on ne rentre pas au FLN par le haut. On commence à être militant de base. Donc j'étais, comme je vous l'ai dit, adhérent. Arrivant à Alger, j'étais aussi militant, sympathisant plutôt, et j'ai assisté à la cassure du PPA-MTLD, où tous mes amis qui étaient, je dois dire, tous étaient PPA-MTLD, nous étions désespérés. Le 1er novembre, ça a été pour nous vraiment la bouffée d'oxygène qui nous a permis de reprendre un peu espoir dans l'avenir. Mais comme j'étais tellement dégoûté, j'avais commencé à vouloir quitter l'Algérie. Donc je suis allé au Maroc pour travailler avec un avocat. Et puis arrive le 1er novembre. Donc je veux revenir en Algérie. Je reviens à Alger, là, au mois de décembre. Là, mes amis me disent, on n'a pas besoin de toi. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de voir comment vous pouvez récolter un peu d'argent, acheter des armes, si possible. C'est ça qui nous est le plus utile. Donc, je suis resté là. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, là, je me suis mis tout de suite, évidemment, avec des amis sur place, dont le docteur Oujdi Damadji, qui est mort au Maquis quelque temps par la suite. Et nous avons commencé à nous organiser spontanément comme étant des FLN, sans recevoir d'ordre de personne. Nous nous sommes autoproclamés FLN. Alors, par la suite, quelqu'un est venu prendre contact avec nous, il a dit qu'il faut être mieux structuré. Nous sommes allés, Damadji, Safta et moi, nous sommes allés à Madrid, nous avons pris contact. Là, à ce moment-là, nous avons trouvé Ben Bella, Boudiaf et Lamine Doubarine. Boudiaf me dit, écoute, retourne là-bas, il y a du travail à faire. Je retourne au Maroc, je le rencontre à Tétouan. Pourquoi Tétouan? Parce que c'était le Maroc sous protectorat espagnol, et on était beaucoup plus à l'aise pour travailler. Et là, nous avons créé le premier journal, bien avant le Moudjahid d'ailleurs, comme journal, qui s'appelait Résistance algérienne. À Paris, je suis arrivé
en pleine nuit, même je crois presque au petit matin, puisqu'on avait rendez-vous aux Halles, et les Halles se tenaient rue de Rivoli. Les Halles, ce n'était pas seulement les Halles, hein, tout le quartier était plein de grossistes, de grossistes en légumes. Et là, dans la foule de tous les grossistes, au milieu de toutes ces quantités énormes de légumes, j'étais là, vers 2 heures du matin, on avait un point précis, je me rappelle, à côté du deuxième magasin de la Samaritaine, et là, quelqu'un est venu me chercher et m'a amené où? Je ne peux pas vous dire où. On m'a amené dans une maison où je suis resté un jour ou deux, ensuite dans une autre maison. Et là, le principe était surtout de ne pas se rappeler où on est passé. On ne rencontrait pas nos logeurs, en principe. On ne les connaissait pas. Donc le comité fédéral a réuni à l'époque, il n'y avait que 4 wilayas. Il a réuni les 4 wilayas. Alors, c'était la wilaya 1, Paris, Paris intramuros, les 20 arrondissements. La wilaya 2, c'était la banlieue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 4 départements. Hein. Il y avait la Seine-et-Oise. Donc, c'était la deuxième, si vous voulez, toute la grande banlieue. Et puis ensuite, vous aviez la 3, c'était le nord, et la 4, c'était le sud. Lyon et jusqu'au sud. Vous voyez, on dit wilaya au point de vue territorial, ça ne veut rien dire. Les wilayas étaient constitués en fonction de la population algérienne qui existait là. Il y avait, si vous voulez, une action permanente de répression contre répression, répression contre répression. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de lutte urbaine permanente. Je pense que lorsque nous sommes arrivés au sommet, sur les 250, je pense qu'il y avait 250 000 Algériens, sauf ceux qui étaient, sur les 250 000, il devait y avoir au moins 150 000 militants, entre militants, adhérents, sympathisants, c'est-à-dire des cotisants. Il y avait au moins 150 000. Ce qui est une force énorme. 150 000 personnes structurées, organisées, disciplinées et aussi cotisants. Et c'est ce qui faisait d'ailleurs la force de la Fédération de France. On parle du communiqué du 5 octobre sur le couvre-feu. En fait, les Algériens, toute l'année 61, étaient pratiquement soumis au couvre-feu, en ce sens que la nuit ou tôt le matin, quand il y avait un ouvrier qui était dans un quartier plus ou moins désert, il risquait beaucoup de se faire bastonner, tabasser. Et vers la fin, quand il y a eu quelques policiers abattus, là, ils étaient tout simplement assommés et jetés dans les canaux ou jetés dans la Seine. Et certains même ont été pendus dans les bois bien avant le 17 octobre. Déjà la répression était féroce, mais avec l'arrivée des calots bleus, ça a été vraiment... voilà, on abattait les Algériens vraiment sans raison, ce qui fait qu'il faut dire la vérité, que le FLN aussi avait la main lourde vis-à-vis des Harkis. On savait que Papon avait donné l'ordre ou l'autorisation à sa police d'aller plus loin que nécessaire en disant pour un coup reçu on en donnera 10, avec les Algériens réglez vos problèmes, vous serez toujours couverts, ça on le savait. Mais lorsque nous nous sommes réunis pour décider du 17 octobre, c'était ça n'était pas une initiative du comité fédéral. Vous savez, rarement le comité fédéral a pris des initiatives. C'est sur la base des rapports mensuels qui venaient de la base que le comité fédéral prenait les mesures. Autrement dit, les mesures étaient décidées par le haut, mais sur proposition de la base. Mais on ne pensait pas que la répression allait être aussi féroce. D'ailleurs, je vous dirais, je me souviens parfaitement, parce que c'est moi qui étais chargé d'écrire de ma main
les directives, mais je les avais écrites et je me souviens, ordre est donné de faire une démonstration pacifique avec hommes, femmes, enfants et interdiction d'avoir une arme à feu, interdiction même d'avoir une arme blanche, interdiction d'avoir des bâtons ou autres. Tout ce qui pouvait être considéré comme arme était interdit. Donc, vous voyez bien que l'idée était qu'il allait y avoir des arrestations, mais des exécutions sommaires, des gens balancés dans la Seine, les crânes écrasés, fracassés, les mains brisées, les nez brisés à coups de bidule, on ne s'y attendait pas. Je dois vous dire que dans les rapports que nous avons reçus, dès une semaine, la première semaine, on a reçu des rapports, mais ça a duré près d'un mois. De ces rapports, il résulte que à 80-90%, les Algériens ont manifesté. Il y a peut-être 10% qui n'ont pas manifesté. Et les responsables nous ont dit, nous allons faire une enquête pour savoir pourquoi ils n'ont pas manifesté. Ben, certains peut-être étaient malades, d'autres ont eu peur, je n'en sais rien. Première réaction. Deuxième réaction, beaucoup ont dit, nous sommes fiers d'avoir manifesté. D'autres ont dit, plus conscients, ont dit, eh bien, la presse internationale, parce qu'ils ont lu la presse le lendemain, la presse nationale et internationale a été témoin de ce qui s'est passé. D'autres ont dit, nous sommes fiers d'avoir au moins participé à l'action qui est menée par le peuple algérien. Parce que n'oublions pas qu'il y avait eu le 11 décembre à Alger. À Alger, une manifestation importante, très importante. Celle de Paris était un peu le pendant du 11 décembre à Alger, et les militants étaient vraiment satisfaits. Évidemment, nous avons remarqué beaucoup de blessés graves et beaucoup de morts. Alors, au sujet des morts, on discute beaucoup du nombre. M. Papon a dit qu'il y a un mort le premier soir, ensuite il en a dit 2. Il a dit 2 morts, et en plus, c'est des règlements de compte entre Nord-Africains. Comme si les Nord-Africains allaient venir de Nanterre, sur les bords de la Seine à Paris, pour régler leurs comptes. Peu importe. Comment nous sommes arrivés à notre chiffre? Comme je vous l'ai dit, à mesure que les rapports venaient, nous faisions le décompte des morts sûrs, c'est-à-dire ceux pour lesquels la personne ou le militant qui revenait faire son rapport disait « j'ai vu un tel le crâne fracassé, j'ai vu un tel mort dans le caniveau, j'ai vu un tel balancé dans la Seine » et nous n'avons pas eu d'écho parce que certains qui ont été jetés dans les Seines ont pu quand même nager, mais peu. La plupart ont coulé. La plupart ne savaient pas nager et ont coulé. Donc nous avons fait le décompte sur la base comment dirais-je, des certitudes. Bon, on est arrivé à 200. Pour les blessés, il y avait 2500 et quelques. Voilà, des chiffres précis. Maintenant, quand on dit 200, il y en a peut-être plus. Pourquoi? Parce que beaucoup, sur les 11 500 arrêtés le premier soir, il y a eu 1000 ou 2000, on parle de 1500, mais je ne sais pas combien, qui ont été transférés en Algérie dans les camps. Ceux-là, dans les rapports, on trouvait, n'est pas revenu. On n'a pas compté comme morts. Nous avons compté comme morts ceux dont on était sûr du décès. Donc, les autres, nous n'avons pas eu de contact avec eux, même après l'indépendance, parce que l'indépendance, malheureusement, s'est faite dans les conditions que vous savez. C'est une autre histoire, hélas. C'est une autre histoire. Donc, nous n'avons pas eu de contact avec eux et nous ne savons pas s'il y en a eu plus. Donc, nous pensons que le chiffre de 200 est très crédible.
Nous avons fêté ça dans toutes les banlieues. Il y a eu dans des salles de cinéma, des salles de spectacle, des fêtes. Il y a eu de la musique, il y a eu des pièces de théâtre. Si j'ai bonne mémoire, nous avions même gravé un petit 35 tours avec des chants nationalistes. Ça s'est passé, ça s'est fêté dans une joie indescriptible, extraordinaire. L'émigration ayant tellement souffert, évidemment, c'était une joie extraordinaire. C'était un enthousiasme délirant. Mais je dois vous dire aussi une chose, c'est que pendant que nos militants étaient dans la joie, nous étions, certains d'entre nous pleuraient, non pas de joie, mais parce qu'on savait qu'un mois ou 2 mois après, il allait y avoir d'autres manifestations, hélas, entre Algériens pour la prise du pouvoir.